2. تماشاوان هیجا جارکدی جوارا روش باش نه ام الپارلمان اوروپانا امی وی پروگرام خدا تایبتی ماف مروفا ناو یکتیا اوروپا انجیل جیانی امی لسروی بسکنن مهفانی مهشی برز ماری کریستین ویاغجایا و بخواه پارلمانتاری چپ یا فرانسیه امی خیراتنا و بکن امی فرهی و değerli izleyiciler, Avrupa Parlamentosu'ndan bir kez daha sizlere merhaba diyoruz. Biz bu programımızda özellikle Avrupa Birliği içinde insan haklarını ele alacağız. Çünkü Avrupa Parlamentosu özellikle bu oturumunda insan haklarını yoğunca ele aldı ama Avrupa Birliği'nin dış ülkeleriyle ilişkilerinde insan hakları ve Avrupa Birliği'nin içinde insan haklarının konularını işleyerek size aktarmaya çalışacağız. Biz hemen misafirimize dönerek kendisine hoş geldiniz diyelim. D'abord, soyez bienvenue sur notre plateau, Madame Marie-Christine Vergiat. Merci de votre invitation, tout d'abord. Donc, on vous souhaite une bonne nouvelle année, une année en fait de 2011. Ouais. Que diriez-vous? Et d'abord, peut-être vous présenter aussi. Alors, je suis députée de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, qui est un groupe qu'on dit de la gauche de la gauche. Moi, j'ai tendance à dire la gauche, parce que je me définis toujours comme une femme de gauche. Donc, je suis députée française, élue dans la circonscription du sud-est de la France, c'est-à-dire le quart sud-est de la France, de Marseille à Lyon, en passant dans toute la Côte d'Azur, y compris le Mont Blanc. J'ai une très belle circonscription. Je suis très fière de ma circonscription. Et je suis militante associative de toujours, militante des droits de l'homme. Je siège à la commission, à la sous-commission des droits de l'homme de la commission des affaires étrangères, à la commission culture et éducation et à la commission liberté civile. Donc, au nom de votre groupe, vous suivez en fait le dossier de droits de l'homme. Ouais. Et en fait, à cette session-là, c'était, je ne sais pas par hasard, mais c'était une session de droits de l'homme dans l'Union européenne et avec ses relations externes. Pouvez-vous nous dire, il s'agit de quoi en fait cette semaine, un peu de droits de l'homme et que vous avez suivi particulièrement? Alors, traditionnellement, le Parlement européen remet le prix Sakharov, donc, qui est le prix par lequel le Parlement européen met en avant un certain nombre de causes et de défenseurs des droits de l'homme, auxquels il est particulièrement attaché. Donc on fait en sorte qu'on adopte en même temps deux rapports. Un rapport qu'on appelle sur les droits fondamentaux, c'est-à-dire la situation des droits de l'homme du point de vue de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi dans les politiques extérieure de l'Union européenne, et puis un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde, dans lequel on est plus sur un constat des situations plus ou moins dramatiques qui existent à travers le monde. Voilà. Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans le rapport concernant les droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne? Alors, dans le rapport concernant les droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne, on se situe dans une situation constitutionnelle un petit peu nouvelle, même beaucoup nouvelle sur ces enjeux-là, parce que moi qui ai été une adversaire du traité constitutionnel et donc du traité de Lisbonne, je reconnais néanmoins qu'il y a quelques avancées dans le traité de Lisbonne. Je dénonce le traité de Lisbonne sur sa conception économique, la façon dont il privilégie les questions économiques et soumet tout à la concurrence. Mais sur les droits de l'homme, on a désormais des outils nouveaux. Tout d'abord, l'intégration dans les traités de la Charte des droits fondamentaux, qui reconnaît quand même un certain nombre de principes en matière de droits de l'homme. Le fait que l'Union européenne a la personnalité juridique désormais, donc va pouvoir adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, un renforcement du rôle du Parlement européen sur ces sujets-là, sur l'ensemble des sujets sécurité, justice, affaires intérieures, par lequel le Parlement européen sera désormais co-décideur sur un certain nombre de législations, alors qu'avant, le plus souvent, il avait un rôle consultatif.
Et nous espérons, en tout cas nous nous battrons pour ça, que nous aurons la même rigueur, notamment la Commission européenne aura la même rigueur dans les atteintes aux droits de l'homme faites par un certain nombre de pays de l'Union européenne qu'elle le fait en matière économique. Et donc il y aura des procédures d'infraction qui seront lancées quand les États membres ne respectent pas les principes que nous défendons en Europe et à travers le monde. Donc, le fameux rapport en fait, un rapport qui englobe en fait les droits de l'homme d'une année, et vous avez fait pas mal de propositions, presque plus que moitié, c'était vos amendements. Et donc, vous avez remarqué ça. Il s'agissait quoi? Mais même c'était 75%. Oui, nous avons fait un excellent rapport, grâce notamment à la personnalité de notre rapporteur. Je le reconnais de façon très pragmatique. C'est notre rapporteur, Madame Kigagal, qui est une membre du PPE, donc avec qui, a priori, je n'ai pas le plus d'acquaintance politique, mais comme tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport, tous les rapporteurs fictifs en la matière, il y avait une vraie volonté de vraiment tirer les conséquences du traité de Lisbonne pour que le Parlement européen puisse prendre toute sa place en la matière. Et effectivement, Madame Kigagal a intégré de nombreux amendements. Alors, moi, je dirais d'abord, défenseuse des droits de l'homme, j'en ai une conception universaliste et indivisible. Je vais expliquer. Universaliste, ça veut dire que les droits de l'homme sont les mêmes partout et pour tous. C'est-à-dire que toute personne qui vit sur le territoire de l'Union doit se voir reconnaître les mêmes droits. Que ce soit réfugiés, nationaux Exactement. ou autres. Citoyens européens ou étrangers, et au-delà de ça, même ce qui est reconnu dans le rapport GAL, quelle que soit sa situation juridique, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers ou les étrangers dits illégaux ont aussi les mêmes droits de l'homme. Je vais prendre un exemple. Les enfants d'étrangers en situation irrégulière ont droit à l'éducation comme n'importe quel enfant qui vit sur le territoire de l'Union. Les enfants n'ont pas à faire les frais des politiques qui sont conduites à l'égard de leurs parents. Donc ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout. Je pense qu'en la matière, nous avons... En France, oui. En France, oui, on a quelquefois on a des problèmes et il faut appuyer certaines intégrations. C'est d'ailleurs plus vrai sur les Roms que sur les étrangers en situation illégale. Bon, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, en France, le droit à l'éducation est quand même relativement bien reconnu. Mais il y a d'autres endroits où ce n'est pas le cas, donc j'ai beaucoup insisté sur ces questions-là. Et puis l'autre élément qui me paraissait important, notamment dans les questions de principe justement, c'est ce qu'on appelle l'indivisibilité des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de différence entre les différentes catégories de droits de l'homme, et notamment pas entre les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté de conscience et de religion, et les droits économiques et sociaux. Donc, dans les droits fondamentaux, c'est d'ailleurs souvent là que le bas blesse en Europe, il y a le droit à l'éducation dont je parlais, il y a le droit de vivre dignement, le droit de vivre en famille. Tous ces droits-là doivent être reconnus comme les autres sur le territoire de l'Union, et je le redis, quelle que soit la situation des personnes concernées. Une question de même nature. Comment différencier les droits individuels et collectifs ? Parce que c'est un point très important. Oui, c'est un point très important, mais très souvent, les droits collectifs ne peuvent s'exercer qu'à partir des droits individuels. Par exemple, la liberté syndicale, c'est un droit collectif. En même temps, il faut que chaque individu ait droit à la liberté d'expression et le choix. De s'engager, de ne pas s'engager, de s'engager où il veut. Donc les droits individuels et collectifs sont très souvent très liés dans leur mise en œuvre réelle. Donc c'est pareil, c'est des combats qu'il faut mener en permanence ensemble, sinon on détruit les uns par rapport aux autres, et en plus
on empêche la mise en œuvre effective de ces droits, parce que c'est bien de proclamer les droits de l'homme, c'est mieux de les mettre en œuvre effectivement. Et là, au sein de l'Union européenne, on a quelques progrès à faire. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Mme Ashton hier en séance. Encore, je vais souligner aussi un droit collectif qui est l'enseignement de la langue maternelle ou bien la langue dite régionale ou locale. Oui. En France, nous ne sommes pas très bons. Que diriez-vous? En France, non, parce que c'est le grand principe de la République une et indivisible qui a été cher à la République française et qui lui est encore cher. On fait des progrès d'ailleurs, mais ça c'était l'histoire. Bon, maintenant. Ben oui, parce que la construction de la nation française, et notamment l'école républicaine, s'est faite sur l'enseignement du français et sur le fait que tout le monde devait savoir parler français pour que le modèle républicain progresse et que l'école républicaine puisse être enseignée à égalité entre tous les enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de revenir un peu là-dessus parce qu'on se rend compte que l'on détruit les cultures régionales. On a détruit. On a détruit, mais elles subsistent bien en France quand même, dans un certain nombre de régions. Et il faut... Je suis élue de Corse, donc je sais que la langue corse se porte encore très bien. Il faut qu'on fasse des progrès. Donc je pense que l'Union européenne, justement par rapport à la France, là, peut permettre de faire avancer un certain nombre de choses. On reconnaît la diversité culturelle en Europe. On en fait un de nos principes fondamentaux. Dans la mise en œuvre, là encore, il y a des progrès à faire. Mais néanmoins, on reconnaît la diversité culturelle. Et donc, dans la diversité culturelle, il y a la diversité linguistique. Et il faut que tous ceux qui vivent sur le territoire de l'Union puissent effectivement parler la langue de leur choix. En même temps, il faut que nous insistions aussi sur la nécessité d'apprendre plusieurs langues. Parce que l'Union européenne, elle est faite d'une mosaïque de peuples, de langues, et il faut que nous arrivions à nous comprendre. Donc, je siège, je le disais tout à l'heure, à la Commission Culture et Éducation, la question de l'enseignement de plusieurs langues est une question importante. Et moi, j'entends bien me défendre aussi pour le français. Parce que nous sommes dans une Union européenne qui détruit petit à petit la diversité de ces langues. Nous ne parlons même pas anglais. Nous parlons, les Anglais le soulignent assez souvent, nous parlons ce qu'on appelle le globish ici. C'est une langue un peu hybride qui est faite de petites constructions de mauvais anglais. Et on a tout intérêt à préserver la diversité des langues, notamment pour ce qui concerne les parlementaires. On s'exprime bien mieux quand on s'exprime dans sa langue maternelle. Il est plus facile de faire comprendre les choses quand on s'exprime dans sa langue maternelle. Et bien évidemment, il est important d'apprendre d'autres langues pour pouvoir échanger. Et une langue, c'est une culture en même temps. Et on va passer à une autre étape. Comment énumérer les violations des droits de l'homme en Europe? Parce que on va parler aussi des situations des Roms, mais comment d'abord, sans rentrer dans le détail, énumérer? Selon vous, hein, pour moi, quand même, alors peut-être parce que j'ai un prisme français, mais quand même, la principale préoccupation, c'est la situation que nous faisons aux étrangers qui viennent en Europe. L'Europe a une mauvaise démographie, on va dire, une démographie qui recule. Elle a besoin des étrangers. Par ailleurs, il faut qu'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement français, cessent de traiter les étrangers comme des boucs émissaires des désastres de leur politique économique et sociale. L'essentiel de l'immigration à travers le monde ne se fait pas des pays du Sud vers les pays du Nord. L'essentiel de l'immigration à travers le monde se fait entre pays du Sud, notamment en raison de la dégradation climatique. Et il va bien falloir que nous prenions en compte ces questions-là. Par ailleurs, la majorité des gens n'immigrent pas de façon volontaire. Ils ne viennent pas en Europe parce que c'est la poule aux œufs d'or, si vous me permettez cette expression. Ils viennent en Europe parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient les guerres, parce qu'ils sont victimes de persécutions. Donc il est de notre devoir de les accueillir dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas vrai que toute la misère du monde arrive en Europe. L'Europe
est la première puissance mondiale si elle sait s'unir et travailler ensemble, la première puissance économique mondiale. Donc elle doit être capable de partager sa richesse avec un certain nombre d'autres et elle doit être capable aussi de la partager à l'intérieur de l'Europe. Exemple, bon, c'est juste un exemple, bien sûr, il y a d'autres cas aussi. La situation des prisons, que ce soit en France, en Europe aussi, c'est pas rose, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous dire Non, c'est d'ailleurs assez préoccupant, notamment en France, parce que ça se dégrade. Le commissaire aux droits de l'homme, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, j'ai perdu son titre, voilà. Excusez-moi, l'a dénoncé dans son rapport. Il a été atterré par la situation qu'il a vue dans un certain nombre de prisons françaises, parce qu'on a l'impression que dans un certain nombre de cas, on a du mal à considérer que les délinquants, qui sont des délinquants, qui doivent passer devant la justice, et d'abord qui sont quand ils sont en système de... Oh, décidément, je cherche mes mots ce matin. Quand ils attendent leur procès, qu'ils sont incarcérés avant leur procès, ne sont pas condamnés. C'est la justice qui condamne. Donc, ils doivent bénéficier de conditions de vie, pas qu'ils doivent vivre dans des palaces, mais qu'ils doivent bénéficier de conditions dignes. Or, il y a des situations dans lesquelles des prisons qui sont surpeuplées, des locaux qui sont indignes d'un pays comme la France. Donc, on doit tout faire pour que le minimum de dignité humaine soit, quelle que soit la situation des personnes, soit respecté en France comme ailleurs. Les droits de l'homme dans le pays tiers, parce que ça c'est le point central. De quelle manière, quelle est la place en fait des droits de l'homme dans les business, allez, on va dire. C'est un peu fort, mais... Dit comme ça. Voilà. L'Union européenne donne très souvent des leçons en matière de droits de l'homme. Alors on vient de le voir, il faudrait déjà qu'elle commence à balayer devant sa porte. Il faudrait déjà qu'avant de donner des leçons, c'est mieux d'appliquer soi-même les droits de l'homme. Parce que c'est difficile de dire aux autres, appliquez donc les droits de l'homme si on n'est pas capable de les appliquer nous-mêmes. Et puis, quand on veut avoir une conception universelle des droits de l'homme, je pense qu'il est aussi intéressant de traiter tous les pays à égalité. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport de Mme André Kiene, qui est notre rapporteure sur la situation des droits de l'homme, c'est que les exemples qu'elle choisit, malheureusement, ne sont pas équilibrés. Alors, quand on part dans un catalogue comme elle l'a fait, on a toujours ce risque-là. Mais quand même, elle a un regard très, très prismé, qui est un regard qui, moi, ne me convient pas. Et on cite toujours les mêmes pays. Je vais prendre quelques exemples. Il n'y a rien dans ce rapport sur la situation en Colombie. En Colombie, la situation est catastrophique. Des hommes, des femmes, des enfants se font massacrer régulièrement par les paramilitaires. La police, la justice sait à peu près qui sont les auteurs de ces assassinats, mais le système judiciaire ne fonctionne pas. Je pourrais donner l'exemple de la Tunisie. Vous savez que c'est un exemple qui m'est cher. La situation de la démocratie en Tunisie ne cesse de se dégrader. On est en train de travailler avec la Tunisie ce qu'on appelle dans le langage européen un statut avancé, c'est-à-dire un accord très très privilégié de l'Union européenne avec la Tunisie. Comment peut-on négocier un accord commercial, pour répondre à votre question, sans tenir compte dans ce pays de la situation des droits de l'homme et de la dégradation de la situation des droits de l'homme? En Tunisie aujourd'hui, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes, les étudiants, dès lors qu'ils osent contredire la politique du gouvernement de M. Ben Ali, se font emprisonner, maltraités, et c'est insupportable. On ne peut pas privilégier les intérêts politiques, diplomatiques. La Tunisie, c'est notamment les intérêts de la France, au mépris de ce qui se passe. Dans tous ces accords, il y a ce qu'on appelle une clause démocratie et droits de l'homme. Si on ne respecte, si on ne respecte
pas ces clauses démocratie et droits de l'homme, si on ne regarde pas les progrès qui sont faits en matière de démocratie et des droits de l'homme, à égalité de ce qui se passe sur les autres secteurs, l'Union européenne perd de sa crédibilité à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on fait le jeu du relativisme culturel. Donc, ce que vous exigez, c'est qu'on respecte les clauses existantes de vraiment les pays qui ne respectent pas, qu'il faut des sanctions. Notamment quand on a déjà des accords et qu'on veut progresser dans le cadre de ces accords. Qu'il y ait des intérêts économiques, diplomatiques à un accord avec la Tunisie, je le comprends tout à fait. Mais qu'on constate, parce que les ONG le disent régulièrement, que la situation se dégrade en Tunisie et que l'on continue d'avancer vers le statut avancé sans tenir compte de cette dégradation de la situation, eh bien on laisse une prime au recul de la démocratie dans ces pays-là. Et je pense que c'est un mauvais exemple. Il y a pas mal d'autres sujets aussi. Un mot sur la situation de la femme. Bon, on parle des droits de l'homme, hein, donc les avec enfants, un H majuscule. Voilà, très des êtres humains. En Europe, je pense que en Europe, je parle. Je pense que c'est sur ces sujets-là, l'Europe a une action très positive. Nous avons adopté hier un rapport législatif sur le trafic des êtres humains. Nous avons adopté un rapport sur l'ordre de protection, l'ordre européen de protection, qui concerne les droits des victimes. Nous mettons beaucoup l'accent, notamment dans ce texte sur le trafic des êtres humains, sur les trafics qui sont faits avec les femmes et sur les trafics qui sont faits avec les enfants. Nous donnons aux pays de l'Union européenne un certain nombre de moyens pour qu'ils travaillent mieux ensemble sur ces questions-là. Donc l'Union européenne a un rôle positif en la matière. Encore faut-il que les États appliquent les textes de l'Union européenne. Moi, ce que je constate, c'est que, notamment en France, c'est le pays que je connais le mieux, on applique avec beaucoup plus, avec une bien meilleure volonté, les accords économiques que les accords de ce genre. Et moi, je trouve ça scandaleux. Moi, je suis pour une construction européenne qui ne privilégie pas la question économique sur le reste. Je pense que ces questions-là sont essentielles. Que nos concitoyens se sentent bien dans leur pays, qu'ils se sentent à égalité de traitement, c'est quelque chose de fondamental. Il ne suffit pas d'organiser la liberté des capitaux, la liberté de circulation des capitaux, il faut aussi permettre aux personnes de vivre dans des conditions dignes. Un mot peut-être sur la discrimination, la xénophobie, etc. On constate qu'il y a une montée de la xénophobie dans de très nombreux pays européens. La France n'est pas exempte de ces questions-là. Ce sont des jeux pervers. Ce sont des jeux qui font le lit du populisme, ce sont des jeux qui font le lit de l'extrême droite. L'Union européenne a un discours très ferme en la matière. Un des enjeux, c'est qu'on ne se contente pas de discours. En matière économique, l'Union européenne sait prendre des sanctions, sait lancer des procédures d'infraction. Il faut que sur ces questions-là, on fasse la même chose. C'est un des enjeux de la question des Roms et de ce qui s'est passé en France l'été dernier. Il faut que nous avancions sur ces sujets-là. Il faut que l'Union européenne montre qu'elle attache véritablement la même importance à ces questions-là qu'elle le fait pour les questions économiques. Donc, encore deux questions sur le sujet. Concernant les ventes d'armes, parce que vous, surtout votre groupe est très attentif sur le sujet depuis longtemps, et aussi la situation des Roms. Bien sûr, ces derniers temps, on a beaucoup parlé en France. D'une manière très brève, on peut évoquer deux sujets. Sur la question des ventes d'armes, oui, l'Union européenne, la France notamment d'ailleurs, a des responsabilités particulières. C'est pas du tout de dénoncer les situations de conflit dans tel ou tel pays et en même temps d'être un fournisseur d'armes. Il y a quand même un hiatus là qui ne va pas bien. Donc, nous souhaitons qu'on arrête ce genre de situation. C'est de la cohérence. Partout, on doit avoir de la cohérence. Sur la question des Roms, la France... Avant de passer au sujet, parce qu'il y a des armes et des armes. Il y a des armes
interdits selon même les lois nationaux, internationales, mais quand même on les vend partout et qui causent centaines de millions de morts dans le monde. Oui, on a... le Parlement européen a voté un certain nombre de résolutions à ce sujet que nous avons largement contribué à faire progresser. Pour que notamment on interdise la fabrication et l'exportation de ces armes, notamment dans des pays dans lesquels on sait que la situation est dramatique. Dans la population rome maintenant. La population rome. Alors, le discours de l'Union européenne est très fort sur la question rome. Je dis bien le discours. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 à 12 millions de Roms qui vivent sur le territoire de l'Union européenne. C'est donc la principale minorité culturelle en Europe. Et ces populations, un peu partout, malheureusement, avec plus ou moins de virulence, mais un peu partout dans les pays dans lesquels elles vivent, qui sont principalement l'Espagne, l'Italie, la France, la Roumanie, la Hongrie et une partie des ex-pays, des pays de l'ex-Yougoslavie, ils sont particulièrement victimes de discrimination. Pourquoi sont-ils victimes de discrimination? Parce qu'ils ont une culture et des modes de vie différents et que nous avons beaucoup de mal, en Europe, les Occidentaux en général, à accepter la différence culturelle. Ce que l'on voudrait, c'est que tout le monde ressemble aux Européens, aux Occidentaux. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas porter un discours sur la diversité culturelle et en même temps avoir comme modèle le seul modèle occidental. Les diversités culturelles, elles existent d'ailleurs à l'intérieur de l'Europe. Nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes modes de vie à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Ça se voit très souvent dans un certain nombre de contributions. Donc les Roms, c'est une population particulière. En France, il y a eu une instrumentalisation de cette population. Le gouvernement français, l'été dernier, était dans une situation un peu compliquée. Le ministre des Affaires sociales, avec elle, était au cœur d'une affaire juridico-financière un peu compliquée, au moment même où le dossier sur les retraites allait arriver en discussion, donc il fallait trouver un échappatoire. Cet échappatoire, ça a été le choix de stigmatiser la population rome. Le Parlement européen a immédiatement réagi dès le mois de septembre et a voté une résolution qui condamnait assez fermement le discours du gouvernement français. Le gouvernement français a réagi en mettant en cause Mme Reding, en mettant en cause le Parlement européen, disant qu'on faisait de la politique politicienne, ce qui est assez drôle quand même, c'est du renversement de situation. Nous n'aurions pas eu cette majorité au Parlement européen avec plus de 80 voix de majorité si on avait fait de la politique politicienne. Au contraire, on s'est appuyé sur les textes de l'Union européenne pour condamner ce discours discriminatoire. Et d'ailleurs, nous avons choisi de ne pas cibler uniquement la France, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres pays. Et ce que nous exigeons aujourd'hui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on lance des procédures d'infraction quand il y a constat de discrimination. C'est particulièrement vrai en France, c'est aussi vrai dans d'autres pays, notamment parce que la plupart des Roms sont des citoyens européens à part entière et qu'il va bien falloir accepter cette population. Donc, il nous reste juste 2 minutes, même pas. Et d'une dernière message, en fait, à la fois pour l'année 2011, pour les auditeurs kurdes et turcs. Vous avez un message à cet égard-là? Je pense qu'il faut... moi, je suis favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense qu'il faut que le gouvernement turc... ça rejoint d'ailleurs un petit peu la question rome et la question de la diversité culturelle. Il faut que le gouvernement turc arrête de criminaliser la question kurde. Il ne pourra y avoir de solution, y compris à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, que si on règle politiquement la question kurde. La question kurde, d'ailleurs, c'est pas forcément le bon terme. Donc moi, je souhaite qu'une solution politique soit trouvée face à la question kurde, pour permettre à la Turquie de rentrer pleinement dans l'Union européenne, qu'on arrête d'utiliser cette question d'ailleurs, y compris comme un échappatoire par rapport à l'entrée de la Turquie. Et donc je souhaite que Kurdes, Turcs puissent bientôt vivre au sein de l'Union européenne dans une certaine réconciliation, je peux dire les choses comme ça. Ouais. Un vœu pour l'année 2011 ?
un vœu pour l'année 2011, que l'on commence à mettre en œuvre, que l'on commence à mettre en pratique les discours que l'on tient sur les droits de l'homme. Je pense que tout le monde s'en portera mieux et que nous porterons un message de solidarité et de paix à travers le monde, ce qui devrait être la réalité de la politique européenne. Merci. Merci d'avoir participé à notre émission, Madame Marie-Christine Vergiat. Et bonne année à tous les auditeurs. تماشاوان هجا ام هاتن داویا پروگرام خواه بمنن خشیدا و از جارا کدی بدل و جان بورا سالکا چیتر خوشتر گورو سال بوری دخازم و بمنن خشیدا. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. 2011 yılının sizin için dolu sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik yılı olması dileklerimle hoşça kalın, esenlikler diyorum. Merci.